Ils n'ont pas commencé. Ah ouais? Bonsoir. Bienvenue à cette finale suisse. Ah, j'ai pas y arrivé. Ronfa, t'as quelque chose? Ah, DJ Ronfa, mesdames, messieurs. Ah ouais. C'est quand même mieux, hein. Bonsoir à tous. Mon nom est Yann Marguet. Bienvenue à cette 23e finale suisse de ma thèse en 180 secondes. Je sais pas du tout si c'est la 23e, mais ça donne un petit côté festival de Cannes, comme ça, j'aime bien. C'est classe. Ce soir, mesdames et messieurs, et transgenres, vous assisterez ébahis à un travail de vulgarisation et de synthèse exemplaire, puisque 16 candidates et candidats ou candidats.e.s transgenres au titre de docteur vous présenteront chacun en 180 secondes chrono leur thèse de doctorat. La cérémonie va durer 2h23, si j'en crois le programme que j'ai sous les yeux, et se terminera par l'étape, alors, distribution des chocolats. Voilà. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça vaut peut-être la peine de rester jusqu'au bout pour les petits choquis. Cette finale va être diffusée en partie par la RTS et dans son entièreté en direct sur Facebook. Donc je vous demanderai d'éteindre vos téléphones portables et de vous retenir d'utiliser des flashs pendant ces 2 heures en vous remerciant. Merci service, merci bonsoir, merci service. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi? Fais gaffe, hein? Donne l'exemple, tu dois donner l'exemple, toi. Hein? Ah, faire une thèse. J'ai essayé. Pas facile. J'aurais tenu pour ma part 3 ans et demi avant d'arrêter la mienne. Pourtant, le sujet était captivant. Jugez plutôt analyse comparative du système d'élection au suffrage universel des magistrats de l'État, et non des moindres, du Minnesota, et du canton, et non des moindres, de Genève. Voilà. Que puis-je dire? Désolé. Ah, je vous sens déçu, bien sûr, hein, de ne jamais pouvoir tenir entre vos petites mains cette pièce de connaissance. Je vois bien, on a tous ressenti d'ailleurs depuis que j'ai arrêté que la planète est au point mort, quoi. Hein, il y aura eu un avant et un après, quoi. Tout ça pour dire que moi aussi j'aurais pu le faire, le concours à l'époque, mais bon, à la différence des candidates et candidates ce soir, j'aurais pu tenir 180 secondes également, mais ça aurait simplement consisté en vous lire les 2 seuls paragraphes que j'ai écrits en 3 ans et demi. Donc peut-être moins intéressant pour vous. Bah oui, hein, c'est dur d'écrire une thèse, on est très seul là, devant un grand mur de 250 pages blanches, dans l'abstraction la plus absolue, c'est insupportable. La famille ne comprend pas ce qu'on fait, les amis ne comprennent pas, le partenaire non plus, hein, à moins qu'il fasse aussi une thèse, mais alors là, vous vous retrouvez avec le couple le plus chiant de l'histoire. Mais t'as contrôlé les variables tierces, Schatz? Mais oui, bébé! Mais la distribution est pas normale dès que je lance un test de Fischer. Tu veux du thé? Puis vous buvez votre thé, puis vous vous dites, mais comment les autres pourraient comprendre si moi-même je sais pas ce que je fais, quoi? C'est pourquoi je pense qu'il faut qu'on se pose une question tous ensemble ce soir. Une thèse, c'est quoi? Définition. Une thèse, c'est faire son doc, puis 12 post-doc, puis premier assistant, et puis enfin finir prof de gymnase, parce qu'il n'y avait pas de poste à l'Uni. Une thèse, c'est citer des mecs pas très bons dans des articles parce qu'ils sont dans le board de la revue dans laquelle on veut publier. Une thèse, c'est développer une relation profonde avec plein de collaborateurs qu'on croise dans les couloirs du bureau et à qui on dit « Hello ». Hello. Une thèse, c'est dire au FNS « Oui, ça avance bien, alors que ça avance pas du tout. » Une thèse, c'est voir vos parents parler fièrement de votre travail à leurs amis,
Mais savoir que bizarrement, quand vous leur en parlez, ils s'en foutent quand même vachement. Une thèse, c'est aller à des congrès, présenter son travail et répondre à des... Ah non, c'est pas une question, c'est juste un mec qui voulait faire une longue phrase dans laquelle il parlait de lui. Une thèse, ça demande une bonne dose de courage de venir tenter de la présenter en 3 minutes. Et c'est pourquoi je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Astrid Épinay, la rectrice de l'Uni, qui veut vous dire un truc. Astrid. Merci beaucoup. Est-ce plus difficile de vous adresser un mot de bienvenue en 180 secondes ou de présenter la thèse en 180 secondes? Je ne sais pas, vous allez juger après, mais j'ai quand même un avantage par rapport aux concurrents. Je n'ai pas de concurrente, ni de concurrent. Je n'aurai pas de prix non plus, mais venons au sujet. Pourquoi un tel concours, ma thèse en 180 secondes? Je crois qu'il y a 3 aspects. Le premier aspect, science et cité. Je crois que c'est une belle illustration des relations entre la science et la cité. Donc, de vraiment pouvoir expliquer sa thèse à des personnes qui ne sont pas dans le domaine est une qualité aussi scientifique. Et là, ce concours a une contribution importante. En même temps, deuxième aspect, les thèses qui vont être présentées sont une belle illustration aussi de la liberté académique qui est importante. Je reviendrai dans un instant, donc à peu près dans 15 secondes. Nous allons voir une variété de domaines, une variété de sujets aussi dans les présentations qui vont suivre. Et pour finir, la liberté académique, pourquoi est-elle là? À quoi elle sert? Elle sert bien entendu à la recherche, mais elle sert aussi et surtout à la société. Sans liberté académique, probablement pas d'autoréflexion de la société. Et j'aime bien rappeler parfois, ce n'est pas surprenant que les régimes dictatoriaux ou autocratiques ou ceux qui se développent dans cette direction, qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils limitent la liberté d'expression de journalistes, mais aussi d'universitaires, licencient des professeurs, des doyens, des recteurs. Donc la liberté académique, c'est un élément aussi important de l'état de droit et de la démocratie. Je souhaiterais finir avec des remerciements à Monsieur le Président / le présentateur, à Madame la Présidente du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, la CUSO et notre service Unicom qui ont préparé cette soirée importante, à vous tous et toutes qui êtes ici ce soir pour votre intérêt et bien entendu aux concurrentes et aux concurrents qui vont venir présenter leur thèse et je me réjouis de les écouter. Merci beaucoup. Et pour prendre sa suite directe dans cette phase de discours sympa, mais un peu chiant, mais sympa quand même, j'aimerais passer le micro à Denis Billotte, secrétaire général de la conférence universitaire de Suisse occidentale, pour vous dire quelques mots sur cette compétition. Denis. Merci Yann. Merci. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir et ça se renouvelle chaque année de pouvoir participer, de co-organiser une finale suisse de ma thèse en 180 secondes. Cette année, vous êtes encore plus nombreux que les 2 années précédentes. Alors, d'abord, bravo et merci à vous toutes et tous d'être présents ici et de soutenir nos 16 valeureux candidates et candidats. Vous l'avez entendu, il et elle travaillent longuement, de manière ardue, sur des sujets difficiles que peut-être personne ne comprend à part elle et eux. Il et elle sont sans doute devenus les meilleurs spécialistes au monde sur une petite parcelle de savoir qu'ils et elles ont contribué à développer, là où
personne n'était allé. C'est un peu le principe d'une thèse. Ça, c'est difficile à comprendre et puis ça prend énormément de temps. Ils ont passé des heures, des mois, des années à élaborer des idées, des résultats. Ça s'accumule dans des documents illisibles pour la plupart des gens, moi le premier. Mais ce soir, ils vont partager tout cela avec vous de manière compréhensible, de manière gaie, ouverte, parfois avec de l'humour, parfois pas. Ils vont partager leur passion de la recherche. Et c'est surtout ça l'enjeu de ce soir. Et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose à laquelle tout le monde ici va pouvoir participer. Puis l'enjeu pour eux, c'est quoi? Eh bien, il y a 3 prix qui seront décernés par le jury qui est ici devant. 1, 2, 3. La lauréate ou le lauréat du premier prix ira en finale internationale. Je vous le dis déjà, on en reparlera à la toute fin de la soirée. Finale internationale le 27 septembre cette année, exceptionnellement. En Suisse, ce sera à Lausanne. Retenez déjà la date. Et puis, il y a aussi un prix extrêmement important, c'est le prix du public. Et ce prix, c'est vous, mesdames et messieurs, qui l'attribuerez. Vous avez reçu un petit jeton. Gardez-le précieusement. Quand les présentations seront finies, vous rejoindrez le hall. Et avant de boire un petit verre, vous irez déposer votre jeton dans l'urne du candidat ou de la candidate qui vous aura le mieux convaincu. C'est un prix vraiment très important, le prix du public. Pensez-y, prenez des notes si vous voulez, n'en prenez pas, réfléchissez à ce qui se dit, choisissez bien. Et à tout à l'heure. Excellente soirée à toutes et tous. Merci Denis. À environ 21h02, heure locale, vous sera octroyée une pause de 30 minutes qui vous permettra d'une part de vous en mettre un petit derrière la cravate et d'autre part de voter, on vous l'a dit, pour le candidat ou la candidate qui aura gagné votre cœur grâce à sa présentation. Et pendant que vous ferez ça, il y en a d'autres qui délibéreront au même moment, sur la base de vrais critères cette fois, autres que « c'est mon fils !» ou encore « ouais, lui j'aimais pas trop sa gueule, machin ». Il s'agit du jury. Merci d'accueillir Monsieur François Baumgartner, directeur suppléant du Fonds national suisse. Madame Tania Chittil, journaliste RTS. Monsieur Georges Grebitsch, directeur du théâtre Benoît Besson. Monsieur Serge Goumi, rédacteur en chef de La Liberté. Madame Sarah Olivier, gagnante de la finale suisse 2017, qui est venue un petit peu se la péter devant les newbies aujourd'hui. Et Madame Isabelle Chassot, directrice de l'Office fédéral de la culture et présidente du jury, à qui je vais du reste laisser la parole. Nous le ferons en 90 secondes pour laisser maintenant la place à celles et ceux qui attendent depuis un moment déjà de présenter leur texte. Nous nous réjouissons comme membres du jury de pouvoir entendre des chercheurs passionnés qui ont une gageure, c'est de compiler des années de travail en 180 secondes. C'est de leur faire partager, de nous faire partager leur passion et leur enthousiasme pour la recherche et de nous faire comprendre à quel point, dans ce pays, nous avons besoin de chercheurs et de chercheuses de qualité. Donc, à tout à l'heure. Merci, vous pouvez tous aller vous asseoir dans le coin VIP de cette salle, Alain Berset, sûrement. Je sais pas. Mais j'espère que vous serez par contre miséricordieux avec les candidats, puisque ça, je le sais, c'est le nom du bâtiment. Très très beau nom de bâtiment, au demeurant. C'est un cimetière, très bien. Merci pour l'info.
Je vous le disais tout à l'heure, dans un souci de fournir toujours plus de contenu gratuitement à Mark Zuckerberg, cette cérémonie est diffusée en direct sur Facebook. Vous pouvez donc la commenter, dire des conneries, la partager, lui mettre des pouces en l'air ou des visages tout fâchés. Et via cet autre réseau social si populaire en Suisse qu'est Twitter, hashtaguez vos tweets grâce à la mention dièse MT180 et dièse UNIFRE. Faites-le s'il vous plaît, hein, ça donne de la visibilité à l'événement et vous aurez l'impression d'être des jeunes school de 15 ans et demi. Franchement, ça vaut la peine. Trêve d'administratif, on va pouvoir enfin passer aux choses sérieuses. Je vous rappelle les règles de ce concours en détail. Chaque candidat dispose de 180 secondes. Et pas une de plus pour présenter ses recherches. C'est le ou la candidate qui donne au chronométreur le signal de départ. Si l'exposé n'est pas terminé lorsque le gong de fin retentit, le ou la candidate peut choisir de s'arrêter net et d'être jugé sur sa prestation interrompue ou de terminer pour le bien de la science, mais d'être automatiquement disqualifié. Il est évidemment autorisé de s'arrêter avant la fin des 3 minutes, mais il n'y a pas de bonus de rapidité. Une seule diapositive non animée est admise. On va vraiment se marrer ce soir. Tous les textes, hormis bien sûr les termes techniques, doivent être en français. De même, bien sûr, que la présentation. Aucun accessoire, objet, déguisement, burqa n'est permis. Et les notes sont autorisées. On va juste procéder à un petit test du chrono pour que vous voyez bien. Et nous aussi, si ça marche. Je fais le signe. Et je ne fais pas l'exercice, car je n'ai pas envie, et je n'ai pas de thèse. Est-ce que c'est clair? Ouais. Très bien! Alors je vais maintenant vous demander d'accueillir comme il se doit le premier à se lancer dans le périlleux exercice de la thèse en 180 secondes. Il s'appelle Cédric Goubelman, il vient de la faculté de biologie et de médecine de l'UNIL. En plus d'être un faux docteur, comme il y en a beaucoup à l'université, c'est aussi un vrai docteur qui sert vraiment à quelque chose, parce qu'il peut guérir des gens et sauver des vies. Il va nous parler de mythologie, en tout cas pour moi, puisque son sujet c'est l'activité physique. Merci d'accueillir Cédric Goubelman. Dans les 20 prochaines minutes, une personne en Suisse va être victime d'un infarctus. Je ne sais pas qui ni où, mais statistiquement, il y aura un infarctus. Il a touché mon père et touchera peut-être quelqu'un dans cette salle. Mais comment prévenir l'infarctus? Il existe un médicament fantastique qui ne coûte rien et n'a pas d'effet secondaire, l'activité physique. Autant les médecins connaissent sur le bout des doigts chaque médicament, mais aucun ne connaît la posologie de l'activité physique. C'est-à-dire à quelle quantité et à quelle fréquence elle doit être prescrite. Et c'est ce manque d'informations que j'ai décidé de combler en commençant une thèse qui s'apparente plus à un marathon qu'à une paisible marche. J'ai alors versé mes gouttes de sueur ici, en Suisse romande, à convaincre plus de 3000 personnes de porter une montre bracelet qui mesure 24 heures sur 24, pendant 14 jours, leur activité et leur sommeil. Ils ont aussi bénéficié d'un bilan médical avec une prise de sang et de leur salive. De retour à la maison, je m'attendis à du repos. Mais ce fut tout l'inverse. Faire analyser par 3 ordinateurs l'équivalent de 40 000 jours d'activité physique et des centaines de milliers de données biologiques fut un effort de longue haleine. C'en est même devenu une course d'obstacles lorsque ma femme, par souci écologique, éteignit l'interrupteur des ordinateurs. Mais l'effort paye. Grâce à ces données uniques dans le monde, j'ai pu caractériser 3 types d'individus et vous reconnaîtrez sûrement dans l'un des 3. Premièrement, les fainéants, affalés toute la journée de leur canapé. Deuxièmement, les sportifs du dimanche, moi tout craché, inactifs pendant la semaine, mais compensant fortement les week-ends. Et troisièmement, les hyperactifs, ceux qui ne tiennent jamais en place, on en connaît tous un. Bien sûr, j'ai pu montrer que les fainéants sont plus obèses,
et ont des niveaux plus élevés de sucre dans le sang et de tension artérielle. Mais vous savez quoi? Les fainéants ont aussi un sommeil de moins bonne qualité, fait de beaucoup d'interruptions, et les hormones de stress dans leur salive au plafond. Et toutes ces conditions sont responsables de la fragilisation de leurs artères menant à l'infarctus. Mais alors, est-ce vraiment suffisant d'être un sportif du dimanche pour éviter la catastrophe? Oui, j'ai pu montrer que les sportifs du dimanche sont aussi bien protégés de l'infarctus que les hyperactifs. Il faut donc continuer à promouvoir l'activité physique, qu'importe sa distribution sur la semaine. Aujourd'hui, je suis heureux, car ma thèse améliore la prescription de l'activité physique afin d'éviter de nouveaux infarctus. Et ça, mon père, il a déjà compris. Attendre confortablement l'infarctus de son canapé n'est pas de son goût. Il continue à faire du sport et qu'il en fasse que les week-ends ne m'inquiète plus. Merci beaucoup. Merci Cédric. Merci beaucoup. Deuxième candidat à passer sous les projos. Straight from EPFL. Il aime la danse, nous dit-il dans sa bio. Il a un nom de patineur artistique. Mais son truc à Yevgeny Glouchkov, ce sont plutôt les nanodiamants fluorescents. Alors, je ne sais pas si ce sont ceux qu'on trouve justement sur les combinaisons de Stéphane Lambiel. Mais pour le savoir, je lui laisse la parole. Yevgeny Glouchkov. Bonsoir Fribourg. Est-ce que quelqu'un a vu le film Le Voyage Fantastique? Probablement personne? Non? Vraiment? Sérieux? Ah, belle culture. C'est une histoire vraiment intéressante. Du moins pour les fans de science-fiction. Oui. Donc, un scientifique est en train de mourir. Et les médecins essayent de le sauver. Ils construisent un minuscule sous-marin médical qui pénètre dans son corps et répare les dégâts. C'est de la science-fiction, n'est-ce pas? Non. Nous pourrons bientôt le faire. Moi, j'ai déjà de minuscules sous-marins. Mes sous-marins s'appellent nanodiamants. Fondamentalement, ce sont de très petits diamants. Et ce n'est pas parce que mon laboratoire ne peut pas acheter le diamant plus gros. Non. C'est parce que les nanodiamants peuvent entrer dans les plus petites parties de notre corps, les cellules. Bon, pour un sous-marin, il est très important de communiquer avec le monde extérieur. Et nous pouvons communiquer avec les nanodiamants en utilisant de la lumière. Quand je pointe un laser vert sur mes nanodiamants, ils me répondent avec une lumière rouge. Ce processus s'appelle fluorescence. Comment ça marche? Comme les diamants naturels, les nanodiamants ont des impuretés. Ces impuretés produisent des couleurs. Elles fonctionnent aussi comme des capteurs. Car ce changement de fluorescence, les nanodiamants nous transmettent ce qu'ils captent à l'intérieur des cellules. Par exemple, les nanodiamants peuvent mesurer la température. Ce sont des thermomètres très sensibles à l'échelle nanométrique. Et nous pouvons utiliser cette fonctionnalité pour explorer les processus biologiques à l'intérieur des cellules vivantes et voir s'ils sont en bonne santé ou non. Et il y a mieux. Comme un sous-marin, les nanodiamants peuvent également transporter une cargaison. Cette cargaison est très petite, mais très utile. Ce sont des molécules de médicaments. Si une cellule malade est détectée, les nanodiamants peuvent lui donner des médicaments. Et bien sûr,
nous pouvons vérifier que la livraison a fonctionné. Exactement comme dans le voyage fantastique. Mais il va falloir m'excuser. Pour que la science-fiction se réalise, il reste beaucoup de travail à faire. Merci pour votre attention. Спасибо, Evgeny. C'est une régionale de l'étape. Elle travaille à la faculté des sciences et de médecine de l'université de Fribourg. À 5 ans, elle kiffait les tortues. À 9 ans, elle voulait devenir biologiste des tortues. Elle fait aujourd'hui un doctorat en paléontologie des tortues. Et elle est venue nous parler de psoriasis. Non, elle est venue nous parler des tortues. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Rafaela Garbin. Quand j'étais enfant, j'avais une tortue. Un beau dimanche, je suis sortie avec ma famille et quand nous sommes rentrés, je n'ai pas la trouvée. En fait, elle est tombée du balcon et a fait une chute de 50 mètres. Ma tortue est morte, mais sa carapace intacte. À ce moment-là, la petite scientifique en moi se demandait comment la carapace peut être si résistante? D'où vient la carapace? La carapace est une partie du squelette des tortues. Nous, les humains, avons les côtes ici, entre les bras et les jambes. Les tortues ont leurs côtes au dos. Leurs côtes sont plus larges, ils sont liés avec une plaque d'environ 60 os. Même si ça fait plus difficile de marcher avec, la carapace offre une merveilleuse protection. Protection si bonne qui est là depuis les temps où des dinosaures géants marchaient sur la planète. La carapace est aussi adaptée à différents environnements. Par exemple, les tortues terrestres des Seychelles ont une grande et lourde carapace. Les tortues marines ont une carapace plus fine et légère qui leur permet de nager plus facilement. Chaque espèce de tortue a une carapace différente. Et c'est en étudiant ces différences qu'on peut découvrir leur évolution, leur écologie et même leur sexe. Plus, en sachant quelles sont les variations et adaptations des tortues vivantes, on comprend les tortues du passé. Moi, j'étudie l'évolution des tortues géohémidides, les plus grands groupes de tortues vivantes. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'évolution? Cette idée que les espèces changent leur forme et leur ADN à travers le temps. Dans ma thèse, j'ai examiné 400 carapaces de tortues. Des tortues fossiles du Vietnam de 34 millions d'années aux tortues actuelles de l'Amazonie. J'étudie chaque détail de chaque os, de chaque carapace, de chaque espèce. Je les ai comparées d'une espèce à l'autre. Avec ces informations, je peux dire qu'est-ce qui a changé dans la carapace à travers les temps, quelles sont les espèces plus proches entre elles et comment elles se sont adaptées pour vivre au Vietnam et en Amazonie. Pour moi, le plus incroyable, c'est de voir qu'après 200 millions d'années d'évolution, la carapace des tortues n'a pas beaucoup changé. Mais pourquoi modifier une structure qui est tellement bien adaptée, n'est-ce pas? Jean de La Fontaine n'avait-il pas raison? Chez les tortues, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Merci, Raphaël. Ah, traduire le droit international pénal. Beaucoup en ont rêvé, peu l'ont fait, mais s'il en est bien une qui a sauté le pas, c'est notre prochaine candidate. Elle nous vient avant tout
du Québec, mais plus récemment de la faculté de traduction et d'interprétation de l'UNIGE. Merci d'accueillir, en faisant un maximum de bruit, la 4e à s'élancer ce soir, Marie-Hélène Girard. Vous souvenez-vous du jeu du téléphone? Il s'agit de souffler un message à l'oreille de son voisin, qu'il répète à son voisin, qu'il répète à son voisin, et ainsi de suite. Le docteur a préparé son acte. Le doctorant n'a pas cédé au trac. Le doctorat, c'est pas de la tarte. Ou comme on dit chez moi, le doctorat, c'est pas de la petite bière. Avouez qu'à tous les coups, le résultat est assez différent. Mais imaginez un instant si on ajoutait en plus le filtre de la langue, si chaque joueur traduisait le message avant de le transmettre. Toutes les formes de traduction seraient alors possibles. De la plus littérale, de PhD, it is not a small beer, ce qui est tout à fait exact, mais une traduction inexacte, à la plus idiomatique, a PhD is no picnic. Quoi qu'il en soit, la traduction est rarement parfaite. On y perd parfois le sens, parfois les mots, d'autres fois les deux. La traduction transforme le message. Imaginez encore que le message soit traduit non pas par une poignée de joueurs, mais par un très grand nombre, comme vous tous par exemple, et que la manière dont vous traduisez le message puisse avoir des conséquences des plus extrêmes. Par exemple, changer l'issue d'un procès. Coupable? Non coupable. C'est ça, l'objet de ma thèse. Je décortique un très grand jeu du téléphone planétaire dans lequel on transmet un seul message que l'on traduit dans les langues juridiques du monde pour ensuite l'utiliser dans le procès de vrais criminels. Mais pas n'importe lequel, de présumés responsables de génocide. Le crime de génocide, la communauté internationale l'a défini dans le statut de la Cour pénale internationale, de manière claire, simple et concise. Par la suite, les pays traduisent cette définition dans leur langue nationale pour l'intégrer à leur code pénal. À ce jour, 79 pays se sont exécutés, ce qui représente 48 langues. Vous imaginez bien que le résultat est alors beaucoup moins clair, simple et concis. Et dans ma thèse, c'est précisément cet écart entre ce qu'a dit la communauté internationale et ce que répètent les pays que je tente de découvrir. Pour ce faire, j'analyse les traductions anglaises, françaises et espagnoles de la définition de génocide dans les codes pénaux de 42 pays. Et j'y traque la moindre nuance linguistique et juridique. Grâce à ces nuances, je sais exactement comment, pourquoi et à quel point le message se transforme. Je sais de quelle manière la traduction colore le message. Fort de ce savoir, mon but est de réparer ce grand jeu du téléphone planétaire pour que nous puissions poursuivre en justice les génocidaires de la même manière dans toutes les langues. Et ça, c'est pas de la petite bière. Le moment de récapituler un peu ce que nous venons de voir, pour garder la mémoire fraîche et comparer un peu ces loustiques. Cédric Goubelman, avec sa thèse « Explorer les mécanismes associés aux bénéfices de l'activité physique et aux effets négatifs de la sédentarité ». Yevgeny Glouchkov, nanodiamant fluorescent en tant que sonde biomoléculaire quantique pour l'imagerie et la sensing de cellules vivantes. Ça va vite plus vous faire rire, ça. Rafaela Garbin, variation morphologique de la carapace des tortues Geomididae, application de la systématique et la paléontologie. Et enfin, Marie-Hélène Girard, traduction du droit international pénal, état des lieux et analyse de la transposition des notions clés. Ah. Et voici un nom de thèse comme on les aime. Des mots compliqués, 2 points et une petite liste.
Nouvelle perspective ludique dans les Aenigmata de Symposius 2. Jeu poétique, virgule, grammatical et métalinguistique. On part de loin, mais il va nous faire comprendre tout ça en 3 minutes de la Fac de Lettres et Sciences Humaines de l'Uni de Noche. Merci d'applaudir bien fort Pierre Siegenthaler. Un petit poids dans un ascenseur. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Un miroir? Qu'est-ce qui réfléchit sans penser pour autant? Une enveloppe. Qu'est-ce qui commence par un E, se termine par un E, mais ne contient qu'une seule lettre? Mais, à vrai dire, quel est l'intérêt d'une devinette dont on vous donne d'emblée la réponse? Au IVe siècle de notre ère, un poète, Symposius, écrit un livre d'énigmes, les Aenigmata. Ce livre contient 100 petites devinettes, composées en vers et, bien sûr, en latin. Mais ce qui est étrange, c'est que le poète a pris soin de systématiquement commencer par la solution avant de développer chaque énigme. On se demandera alors si un tel livre possédait réellement un intérêt ludique pour son lectorat. Que reste-t-il à faire quand on vous a ainsi prémâché le travail? Pour certains, ce livre était tout au plus un stock de devinettes que l'on pouvait soumettre à ses amis. Pour d'autres, l'attrait de l'ouvrage devait être littéraire et non ludique. Mais on a également supposé la présence d'un jeu plus divertissant. Si l'on vous donne d'emblée une solution, c'est peut-être parce qu'il en existe une deuxième, qui engendrera le réel intérêt de l'énigme. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Un petit poids dans un ascenseur, c'est ça? Mais non, c'est Maître Yoda qui s'amuse avec la force. À travers ma thèse, je cherche à démontrer que Symposius a bien composé des énigmes à 2 niveaux, et que ce deuxième niveau repose souvent sur le même principe ludique. Un principe qui existe encore dans nos devinettes actuelles. Par exemple, qu'est-ce qui ressemble à une petite queue qu'ont les garçons, mais pas les filles? Ah bah, je sais à quoi vous avez pensé, hein. Mais à présent, détachez-vous du sens de l'énigme et concentrez-vous sur les mots. Du signifié, passez au signifiant. Cette petite queue qu'ont les garçons, mais pas les filles, c'est la cédille. Pour trouver un deuxième niveau dans les énigmes de Symposius, je vais dissocier le fond et la forme. Glisser depuis le sens de l'énigme jusqu'aux éléments textuels qui la composent. Les lettres, les syllabes, les mots, les vers, toutes les ressources de la grammaire. Et je compare ensuite mes découvertes à d'autres textes latins. Et je montre que Symposius réutilise et réinvente des jeux de langage qui existaient déjà avant lui chez des auteurs célèbres. Mais alors, c'est du plagiat? Pas vraiment. C'est à la fois un geste d'émulation littéraire et un défi lancé au lecteur. Mieux on connaît ces classiques, et mieux on comprendra le deuxième niveau des énigmes. Bon, une devinette pour terminer? Que se passe-t-il quand 179 a besoin d'aide? 180 secondes. Merci Pierre. Et alors, tu sais que garçon, si on enlève la cédille, ça fait garcon. Et gare au con, ma fille. Coxy, si tu nous regardes, où que tu sois. Un peu d'histoire maintenant, puisque notre prochain candidat est archéologue et qu'il a eu la chance de naître à Palmyre et d'en voir tous les trésors avant qu'ils ne soient détruits par des cons. Mais c'est d'un autre coin de Syrie qu'il nous parle aujourd'hui, de la faculté des lettres de l'Université de Genève. Je vous demande un accueil plus que chaleureux pour monsieur Khaled Al-Salim. L'administration a ses raisons, que la raison ignore. L'administration est aussi un mot qui commence comme admiration et finit comme frustration.
Avez-vous déjà été assez fou pour chercher à comprendre son fonctionnement ou même sa raison d'être? C'est ce que j'ai décidé de faire. Mais en remontant à sa source, il y a 4000 ans, en Syrie. Vous connaissez la Syrie. La Syrie où la civilisation est née. La Syrie où on a inventé l'agriculture, l'élevage, la ville, le droit, les règles de la guerre, qui sont toujours en vigueur, l'écriture et l'administration. La Syrie où, en 1933, un paysan découvre, sur les ports de l'Euphrate, une statue transcrite au nom de Yasmah Addou, roi de la ville de Mari. Suite à cette découverte, les archéologues ont mis au jour la cité antique de Mari. L'ensemble des vestiges dégagés par les fouilles témoignent d'une ville rayonnante au 3e et 2e millénaire avant Jésus-Christ. Un riche matériel, des œuvres d'art, des sanctuaires, mais surtout un grand palais royal rempli d'une quinzaine de milliers de tablettes cuniformes qui documentent la vie politique, religieuse, mais aussi administrative. Ma thèse vise à analyser l'organisation administrative dans ce bâtiment. En effet, le palais de Mari peut être considéré comme une grande entreprise économique. Il acquiert des biens et le consomme. Autour de ces deux étapes, une gestion administrative est mise en marche. La question des pratiques administratives étant très riche, je me limiterai à 3 points essentiels. Les lieux, les bureaux à travers lesquels sont dirigées les opérations administratives et les fonctions attribuées à ces locaux, les hommes, donc les administrateurs, leurs activités, leur carrière, leur place dans la hiérarchie administrative et les procédures, les différentes opérations administratives, les entrées, les sorties, le contrôle, le stockage, la redistribution, etc. Je fais ces recherches pas seulement parce que c'est mon pays, mon histoire, mes origines, mais aussi parce que ce sont nos origines à nous tous. C'est l'origine de notre chère administration d'aujourd'hui. Comme le dit le grand archéologue Jean Bottero, faut-il comprendre les fleuves seulement par la chimie, l'hydrologie et la mécanique des fluides? Ne peut-on aussi bien en remonter le cours jusqu'à la source? Voici, cher public, l'administration en 180 secondes. Merci. Merci Khaled. Bon, tout le monde connaît les nanophiles. Mais alors, quand il s'agit de parler de leur direction de croissance, il n'y a plus personne. Hein. Moi, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas, au bout d'un moment, façonner une plateforme quantique ordonnée? Je veux dire. Bah, ça tombe bien, puisque venu de la Fac des sciences et techniques de l'ingénieur de l'EPFL, Lucas Gugna est là pour nous en parler. On l'encourage bien fort. Lucas Gugna! Vous connaissez le mythe de David et de Goliath? Il y a bien longtemps, pendant un combat qui était certainement très important, hein. D'un côté, vous aviez Goliath, grand, musclé, mais un peu brut de décoffrage. Hein. Et de l'autre, vous aviez David, petit, mince, certainement anémique. Mais David avait une tête qui fonctionnait bien. Et avec sa fronde, il a su lancer un petit caillou là où Goliath a eu très mal. Il a su frapper là où il fallait. Prenez maintenant un calcul, un très gros calcul mathématique. Et puis prenez votre ordinateur, complètement incapable de le résoudre. Afin d'arriver à une solution, vous avez plusieurs manières de procéder. Soit vous construisez un nouvel ordi, hein, plus grand, plus cher, plus puissant, mais dans ce cas-là, vous allez certainement arriver à une limite. Cette limite, elle peut être humaine, hein, pas la place pour le stocker, financière, pas l'argent pour payer, ou pire, théorique. Ou alors vous abordez la stratégie David, et vous construisez un outil qui est peut-être petit, peut-être mince, mais extrêmement performant pour résoudre le type de problème qui vous intéresse. Et ça, c'est la stratégie des ordinateurs quantiques. Et grâce à ça, on pourrait résoudre des problèmes qui actuellement nous prennent 10 000 ans en quelques minutes. Alors voilà, du point de vue de la théorie, ça va plutôt bien. Hein. Les scientifiques, ils ont dit ça fonctionne, ils ont fait des belles publications scientifiques, sauf qu'en pratique, c'est pas exactement ça. Hein.
Il nous manque la brique de base. Il nous manque l'équivalent du processeur de l'ordinateur classique. Il nous manque la plateforme sur laquelle coder l'information quantique. Mon travail, ma thèse, elle consiste donc à mettre le quantique en pratique, de trouver et de fabriquer la plateforme révolutionnaire de l'ordinateur de demain. À quoi ressemble ma plateforme? Très bonne question. Chaque élément est plus petit qu'une bactérie, et ce sont des cristaux parfaits que l'on fait pousser. Ces cristaux, on les appelle les nanophiles. Nano, c'est la même racine que nain, c'est tout ce qui est petit et mignon. Et fil, parce qu'ils sont beaucoup plus longs que fins. Et de par leur facteur d'aspect, leur facteur de forme, ils ont des propriétés intéressantes vis-à-vis de la lumière. Ils sont capables de l'absorber, de la stocker sous forme d'énergie, comme ça, et de la réémettre, et ce, de manière contrôlée. Maintenant, imaginez, vous choisissez intelligemment votre lumière. Vous pourriez coder une information différente dans chaque nanophile. Vous auriez à votre disposition des millions de petits David, une armée de petits David. Sauf que voilà, la nature, quand elle fait pousser des nanophiles, elle donne quelque chose qui ressemble un peu à l'image de gauche, complètement désordonné, un peu buisson mal taillé, quoi. Sauf que nous, pour aller chercher l'info efficacement, il nous faut quelque chose d'ordonné, il nous faut une grille. À partir de ce moment-là, mon travail, c'est de comprendre les lois qui régissent la croissance de ces nanophiles, de les utiliser intelligemment afin de faire pousser quelque chose qui ressemble à l'image de droite, quelque chose de bien aligné, de bien quadrillé, à l'image d'une pelouse de Suisse allemand. Je ne suis pas du tout dans la bonne ville pour faire cette blague. Je suis persuadé que le futur nous attend avec des puissances de calcul mais immenses pour des problèmes encore irrésolus, dont on n'a peut-être d'ailleurs pas idée. Et j'espère que tous, ici présents, je vous ai convaincus que pour y arriver, ça ne va pas être la taille qui va compter. Merci. Merci Lulu. Notre prochain candidat collectionne les fruits confits. Il adore le tchoukball aquatique et déteste les gens qui disent « je plus sois » dans les commentaires Facebook. Et surtout disait si peu de choses sur lui dans sa bio que j'ai dû inventer tout ce que je viens de dire. Tout droit venu de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Neuchâtel pour nous parler de la Constitutio Antoniniana. Merci de faire vos honneurs à Arnaud Besson. Civis Romanus sum. La citoyenneté, nous en avons tous une. C'est exclusif, c'est important. Mais ça dépend pour qui et ce que cela implique. Le réfugié en difficulté rêve sans doute d'être suisse, d'avoir les mêmes droits que nous. Mais le paysan d'Appenzell, est-ce qu'il a envie d'être européen ou américain? Imaginez maintenant, en 212 de notre ère, l'empereur qui se trouve au-dessus de moi, Caracalla, octroie la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. Et pourtant, le seul témoignage contemporain des faits que nous ayons est de Dion Cassius, un sénateur passablement énervé qui nous dit « Cet empereur était le pire de tous, avide et sans limite. S'il a donné la citoyenneté à tout le monde, ce n'était que pour augmenter les rentrées fiscales. » Alors voilà, ce personnage a son avis. C'est une source littéraire et donc partiale. Et moi, en tant qu'historien, je dois aller voir des documents moins explicites, des testaments, des codes de loi, qui témoignent de l'évolution de la condition des individus à cette période. Avec pour question, qu'est-ce que ça a changé? Était-ce une révolution totale? Eh bien, avec le carcan de la société et l'esclavage toujours en place, pas vraiment. Alors a-t-on bradé un statut déjà démodé? Non plus. Il y a encore peu de temps, la citoyenneté était une récompense enviable. Alors quoi? Qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, imaginez, vous par exemple, paysans égyptiens, vous pouvez maintenant vous arracher à votre désert en vous engageant dans la légion romaine. Ou alors vous, rhéteur grec, vous pouvez vous promettre à une brillante carrière dans l'administration impériale. Mais surtout vous, Helvète, marchand qui a réussi, et dont chacun sait qu'il n'a qu'un rêve, c'est d'épouser la fille d'un citoyen romain. Eh bien, c'est désormais possible. Et c'est nouveau, parce qu'il y a encore peu de temps, si l'âme que vous convoitiez, votre douce moitié,
n'était pas de la même condition que vous, ne partageait pas la même citoyenneté que vous, eh bien, pas de mariage possible. Vos enfants ne seraient pas reconnus, ils n'auraient pas votre statut. Et conséquence dramatique, ils ne pourraient pas hériter de vous. Votre ferme, votre patrimoine, toute votre fortune patiemment amassée serait allée à un vieil oncle acariâtre, ou pire, à l'empereur. Alors voilà, c'est une chose que j'ai pu montrer dans ma thèse, c'est qu'en 212, on octroie certes la citoyenneté romaine à tout le monde, mais surtout on octroie aussi des droits de la famille qui nous parlent toujours. Le mariage, les successions, désormais disponibles pour tous. Et ça, c'est un changement. Je vous remercie. Petit récapitulatif de ce que vous venez de voir au cours de ces 12 dernières minutes purement masculines. Hashtag MeToo. Plus 12 de blabla de ma part. Hashtag balance ton porc. Nous avons vu Pierre Siegenthaler avec nouvelle perspective ludique dans les Enigmata de Symposius, jeu politique, grammatical et métalinguistique. J'ai oublié. Khaled Al-Salim, l'organisation administrative au Grand Palais Royal de Mari à la fin de l'époque des Sakanaku, bureau administratif. Lucas Gugna, les nanophiles et leur direction de croissance façonnage d'une plateforme quantique ordonnée. Et Arnaud Besson, la Constitutio Antoniniana, l'universalisation de la citoyenneté romaine au IIIe siècle. Et si j'enlevais ça ? La prochaine candidate fait du théâtre d'improvisation à Nyon. Et il paraît qu'elle est excellente, incroyable, à mourir de rire. M'a-t-on même raconté quand j'ai parlé d'elle à des gens du métier. Maintenant que je lui ai mis un gros coup de pression, juste avant sa présentation, je vous laisse applaudir comme dans une patinoire de match d'impro, celle qui vient de la fac de Biol et médecine de l'Université de Lausanne et qui va nous parler santé maternelle, Lia Gilbert. Blanche-Neige est enceinte. Tout le royaume se réunit et est fou de joie. Elle s'apprête à vivre un conte de fées. Vous savez, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et là, patatras. Elle apprend qu'elle a le diabète de la grossesse. Le conte de fées se transforme en cauchemar. Fini les produits sucrés, fini les produits gras, elle doit se mettre à faire du sport et se piquer le bout du doigt plusieurs fois par jour. Toutes ces pratiques sont essentielles, car de cette manière, Blanche-Neige réduit la prise de poids causée par cette maladie chez elle et chez son bébé, et baisse ses chances de développer un diabète dans le futur. Cette malheureuse princesse n'est pas seule. Aujourd'hui en Suisse, 10% des femmes enceintes souffrent de cette maladie qui est de plus en plus fréquente. Le diabète gestationnel peut être causé par des facteurs génétiques, mais aussi par notre mode de vie qui est de moins en moins sain. On connaît donc les causes de cette maladie et on sait comment pallier à certains de ces risques en adoptant un meilleur style de vie. Mais on oublie quelque chose, non? Comment se sentent ces femmes? En tant que psychologue, je conduis des entretiens avec ces futures mères. Je constate qu'il y a chez elles des craintes, des peurs et un profond sentiment de culpabilité face aux effets de cette maladie. Je me suis donc demandé à quelle souffrance psychologique ce diabète pouvait mener. Grâce à la littérature, j'ai découvert que le diabète gestationnel fait apparaître deux sorcières dans la vie de mes patientes. La sorcière stress et la sorcière dépression qui tourmente 30% de ces femmes. J'ai aussi pu lire que lorsque les sorcières sont là, il devient beaucoup plus difficile de se motiver à faire de l'activité physique, mais ça devient aussi plus compliqué de refuser les muffins avec lesquels elles nous tentent. Alors, comment aider mes patientes à éloigner ces sorcières afin d'adopter un style de vie plus sain?
C'est là que j'interviens comme coach dans une étude que j'ai mise en place avec mon équipe. Mes missions consistent par exemple à effectuer des mesures anthropométriques, comme la taille et le poids, conduire des entretiens motivant mes patientes à choisir la pomme plutôt que le muffin et à sortir marcher avec les 7 nains, et enfin enseigner des techniques de relaxation, afin de bannir les sorcières qui rôdent autour d'elles. Le but de ma thèse est de démontrer que la santé mentale joue un rôle déterminant dans le diabète gestationnel, et donc que soutenir ces femmes et les aider à surmonter leurs émotions améliore leur hygiène de vie. Et qui sait, ce soutien psychologique permettra peut-être à Blanche-Neige de vivre heureuse, comme on lui l'avait promis dans les contes de fées. Lia Gilbert. Le prochain vient de Fribourg, born and raised. Il a réussi la prouesse de s'intéresser à la fois à la linguistique, ce qui est déjà pas évident, et aux statistiques. Pas réjouissant, je vous l'accorde, mais quand on lit un peu plus loin dans sa bio qu'il aime la binge, le rock'n'roll et les dessins humoristiques, on finit par s'attacher aux garçons. Merci d'accueillir des lettres et sciences humaines de l'Université de Fribourg, Monsieur Philippe Imbert. À votre avis, dans cette salle, combien y a-t-il de bilingues? Selon la statistique officielle suisse, 18% des habitants sont bilingues. Selon la statistique officielle suisse, 64% des habitants sont bilingues. 18 ou 64%? Imaginez un instant que vous puissiez disséquer ces deux statistiques avec un scalpel pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Derrière les chiffres, vous apercevez des statisticiens, des linguistes, des politiciens, des enquêteurs et des gens comme vous. Chacun a sa propre idée de ce que ça signifie être bilingue. Dans ma thèse, j'analyse comment ces idées sont débattues avant, pendant et après la réalisation d'un sondage officiel. Figurez-vous que tous ces gens conçoivent le bilinguisme très différemment. Pour les uns, le bilinguisme s'apparente à un super pouvoir. C'est le fait de penser dans deux langues et de les maîtriser parfaitement. Seuls 18% de la population tomberait dans cette catégorie. Pour les autres, le bilinguisme englobe toutes vos habitudes linguistiques, y compris le fait de regarder Game of Thrones en anglais une fois par semaine, soit 64%. Mais pourquoi réaliser deux statistiques du bilinguisme? Avec les langues dans lesquelles on pense, les autorités cherchent à vérifier les mouvements et l'intégration des individus d'une région linguistique à l'autre. Par exemple, si Roger Federer déménage à Genève, on pourra constater qu'il y a un Suisse allemand de plus au bord du lac. Roger parle très bien le français, mais il pense probablement plutôt en allemand. Dans un pays qui cherche à rassembler les habitants de toutes les régions linguistiques, ce serait dommage de ne pas compter le meilleur tennisman du monde comme bilingue. D'où les 64% qui prouvent que la majorité des Suisses, comme Roger, communiquent entre eux. Ou qu'ils regardent tous Game of Thrones. Vous l'avez compris, faire des statistiques n'est pas un exercice complètement neutre. Dans ma thèse, je démontre que les manières de compter les langues traduisent des intérêts politiques. Quand on vous pose des questions sur vos langues, on cherche à savoir d'où vous venez, où vous allez, et si vous êtes intégré dans la société. En répondant à ces questions, vous ne parlez pas seulement de vos langues. Vous racontez que vous avez parfois plusieurs origines, ou bien vous exprimez votre sentiment d'être intégré, ou pas. Alors à votre avis, dans cette salle, combien y a-t-il de bilingues?
Ah bah oui, dis donc, vas-y. Quel beau garçon. Alors on parlait de thèse avec beaucoup de virgules tout à l'heure. Mais alors dans les thèses, il y a aussi l'inverse. Comme par exemple l'impact des structures d'accueil extrafamiliales et des politiques familiales sur l'offre de travail des femmes et la conciliation travail et vie de famille. Un sujet épineux qui va vous être servi par une candidate qui a un nom super, venue de la faculté des sciences économiques de l'UNIN. Merci d'accueillir Alexandra Kiss. Vous voulez savoir ce que je fais dans ma thèse? Mais vous faites quoi dans la vie? Vous savez, pour les mamans, ce n'est pas une question anodine. Si vous ne travaillez pas, vous êtes une feignasse de mère au foyer. Mais si vous faites carrière et travaillez beaucoup, vous êtes une mère indigne. Bon, au-delà de ces terribles clichés, si vous avez un enfant et travaillez, qui s'occupe de Junior? Une maman de jour? La crèche? Les grands-parents? Il vous faut choisir, mais le casse-tête ne s'arrête pas là. Tout d'abord, ne tardez pas trop à faire votre choix. Idéalement, dès la conception de Junior. Car oui, vous devrez parfois attendre plus d'1 an pour obtenir une place en crèche. Ensuite, j'espère que vos 2 reins sont sains. Car si vous faites partie des heureuses familles ayant obtenu une place, il risque de vous être bien utile pour payer les frais de garde. Au vu de ces difficultés, pourquoi ne pas réduire ou arrêter de travailler, me direz-vous? Eh bien, ce n'est pas si simple. Si vous réduisez fortement votre taux d'activité, le risque de pauvreté est bien supérieur, surtout si vous divorcez. Et n'oubliez pas que c'est le cas d'un mariage sur 2. Vous paierez moins d'impôts, et ce n'est pas négligeable, mais vous ne cotiserez pas assez pour votre retraite. Et finalement, en ne travaillant qu'à temps partiel, vous oubliez aussi bien sûr toute idée de poste à responsabilité. Ah non, pardon, mauvais exemple. Même les mères indignes travaillant à 100% n'y ont pas accès. Mais je m'égare. Plus sérieusement, on demande aux parents de travailler tout en ayant des enfants, sans au moins leur proposer une garde pour Junior. Je me suis donc demandé, et si demain, il y avait des crèches abordables à tous les coins de rue? Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que l'emploi des parents serait différent? Puis bon, combien ça coûterait tout ça? Est-ce que l'État augmenterait nos impôts pour payer toutes ces crèches? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'utilise des modèles mathématiques pour estimer ce qui influence l'offre de travail. J'ai par exemple analysé plus de 150 études pour comprendre dans quelle mesure la disponibilité et le coût des crèches influencent le choix des femmes. J'évalue aussi les bénéfices des crèches et je constate qu'en plus de faciliter la conciliation travail et vie de famille, elles permettent de diminuer les inégalités, la pauvreté et d'augmenter les recettes fiscales et la productivité. C'est donc bénéfique, et pas seulement pour les mamans, mais aussi pour les enfants, l'État, les entreprises, et pour vous, messieurs. Pas de jaloux, je ne vous oublie pas. Il reste encore le plus dur, à part finir ma thèse. Il faut convaincre les acteurs économiques et politiques à davantage s'investir. Et quant à nous, eh bien, arrêtons les clichés. Dernière représentante de l'EPFL à venir vous raconter 6 ans de travail en 3 minutes. Elle nous dit dans sa bio qu'elle s'apprête à entamer ni plus ni moins qu'un postdoc à Harvard. Ce à quoi j'ai envie de répondre. Je vous demande d'encourager comme il se doit pour nous parler d'un sujet qu'on maîtrise tous assez bien, je crois, à savoir les modules robotiques à ressources contraintes. Bahar Aguigat, mesdames, messieurs. Est-ce que vous savez comment on a réussi à mettre autant de fonctionnalités différentes dans nos smartphones?
L'une des raisons est qu'on a appris à fabriquer des composants électroniques de plus en plus petits et à utiliser des outils spéciaux pour les assembler dans un si petit appareil. Cependant, l'assemblage devient plus difficile quand on réduit la taille de ces composants. Pour illustrer la difficulté, imaginez ceci. On vous demande de jouer au Lego, mais en mettant des gants de boxe. Assez difficile, non? Eh bien, tout comme l'exemple des Lego et des gants de boxe, alors qu'on essaie d'assembler des composants de plus en plus petits, nos outils d'assemblage se montrent de plus en plus maladroits et inefficaces. Mais il existe une autre manière de construire des choses, et c'est ce sur quoi porte ma recherche. Le mieux, c'est d'abandonner l'idée d'avoir un outil d'assemblage et laisser les blocs de construction se mettre ensemble tout seuls, les laisser s'auto-assembler. En fait, la nature a toujours construit de cette manière. De gigantesques galaxies jusqu'aux structures de protéines dans notre corps, il n'y a pas d'outil d'assemblage qui assemble les blocs. Maintenant, la question est, est-ce que nous pouvons apprendre à construire comme le fait la nature? Pour répondre à cette question, des chercheurs de presque tous les domaines scientifiques imaginables étudient l'auto-assemblage. Moi, j'étudie l'auto-assemblage en tant que roboticienne. Mes blocs d'assemblage sont des robots cubiques qui sont Lydie, là. Ils ne mesurent que 3 cm et sont conçus spécifiquement pour cette recherche. Les robots Lily flottent sur l'eau et se déplacent avec le courant dans l'environnement expérimental. Ils possèdent des connecteurs magnétiques utilisés également pour communiquer entre eux. L'auto-assemblage des robots Lily peut être contrôlé par 2 moyens. Premièrement, en réglant le courant déplaçant les robots, et deuxièmement, en ajustant des comportements des robots. Ce qui veut dire comment un Lily décide de se joindre à une structure formée par d'autres Lily. Dans mes expériences, j'ai étudié l'effet de la variation du courant et des différents comportements des robots. Et j'essaie de comprendre comment nous pouvons précisément contrôler le processus de l'auto-assemblage afin de faire construire nos structures souhaitées. Et voilà, il y a environ 3 minutes, vous n'aviez probablement jamais entendu parler de l'auto-assemblage, mais maintenant vous savez que c'est notre ultime espoir pour construire des structures minuscules, tout simplement en les laissant se construire. Merci. Merci. Avant de passer à la dernière session de ces présentations, je vous propose de jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé dans cette pièce il y a quelques instants. Nous avons eu Lia Gilbert qui vous a parlé de la santé mentale et métabolique maternelle pendant la période périnatale. Philippe Imbert, gouverner les langues par les nombres, ethnographie de la production officielle des statistiques des langues en Suisse. Alexandra Kiss, merci. L'impact des structures d'accueil extrafamiliales et des politiques familiales sur l'offre de travail des femmes et la conciliation travail et vie de famille. Ebar Aguigat, méthode de conception, de modélisation et de contrôle pour l'auto-assemblage programmable fluidique de modules robotiques à ressources contraintes. Dernier round de ces thèses en 180 secondes avec quelqu'un qui a dû beaucoup s'ennuyer pendant mes différentes interventions, puisqu'elle nous dit qu'elle est passionnée de cerveau. Ben désolé, quoi. J'espère que Mélodie, tu vas relever un peu le niveau en nous parlant de ce qui se passe dans nos têtes. Merci d'applaudir sur scène pour la faculté de psychologie des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, Mélodie de Rome. Mélodie de Rome, pardon. Miroir, mon beau miroir, dis-moi si c'est bien moi. Lorsque Blanche-Neige se regarde dans son miroir, elle y voit son reflet, elle se reconnaît. Mais on a déjà parlé de Blanche-Neige, alors concentrons-nous plutôt sur sa belle-mère. Car certaines personnes, comme la reine face à son miroir magique, perçoivent des modifications de leur reflet, allant de simples déformations à des visions plus surréalistes, voire des hallucinations. En psychologie, c'est ce que l'on appelle le phénomène du miroir. Celui-ci s'exprime à l'état clinique
et s'observe dans les troubles de la perception du soi, c'est-à-dire les troubles de l'expérience même d'être vous. Mais il vous est peut-être déjà arrivé, comme lorsque vous marchez le soir dans la rue, de méprendre un sac poubelle pour un chat, l'espace d'une seconde. Nous faisons tous l'expérience de brèves illusions perceptives dans notre vie quotidienne, car le cerveau tente de donner du sens à notre environnement en permanence. En fait, nous hallucinons sans arrêt. Et d'après le professeur Anil Seth, lorsque nous sommes d'accord avec nos hallucinations, c'est ce que l'on appelle la réalité. Nous avons donc choisi de recréer le phénomène du miroir de manière expérimentale. Nous avons demandé à des personnes comme vous et moi, des enfants, des adolescents, des adultes, de venir s'asseoir devant un miroir et de s'y observer pendant 10 minutes dans la pénombre, ce qui favorise les illusions. Admettons que vous passiez tous ici mon expérience. Certains d'entre vous ne verront que des changements de couleur, de lumière ou de contraste. D'autres observeront des déformations de leur propre visage. D'autres encore percevront, en lieu et place de leur visage, celui d'une autre personne. Enfin, les derniers se verront même en monstres ou en animaux. En fait, je viens de vous catégoriser, mais les altérations de la perception s'étendent sur un continuum allant du normal au pathologique. Pour ma part, je souhaite comprendre comment fonctionne ce normal afin d'expliquer le pathologique. Je me demande alors, pourquoi vous vous percevez différemment dans le même miroir, mis à part le fait que certains d'entre vous ont besoin de lunettes? Est-ce une différence d'âge, de personnalité? Vos cerveaux sont-ils différents? Le but de ma thèse est de comprendre ces altérations de la perception et leur développement chez messieurs et mesdames tout le monde, afin de prévenir leur évolution en hallucinations pathologiques, comme c'est le cas dans la schizophrénie. Mais je vous rassure, mon miroir n'est pas magique, et toutes les belles-mères ne sont pas des sorcières. Merci. Merci Mélodie, et pardon d'avoir écorché ton nom. Bon, on est en Suisse, qui plus à Fribourg, vous le savez, il y a bien un moment où on aurait eu à composer avec les Ch'teaux-Fifres. C'est maintenant, c'est un peu déprimant, je sais, mais heureusement, le sujet va relever un peu l'ambiance. Le roman moderne au miroir du suicidaire. Allez, j'arrête de l'embêter, en plus c'est les romandes. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à la seule représentante de l'Université de Zurich ce soir, de la faculté de philosophie, Clara Schwarz. Tout a commencé par une découverte assez curieuse. Comment se fait-il qu'en Europe, les très grands classiques de la littérature racontent des histoires de suicide? Madame Bovary s'empoisonne, le jeune Werther se tire une balle, du côté russe, Anna Karénine se jette sous un train, Roméo et Juliette font tout ce que font Roméo et Juliette, et figurez-vous que même Pinocchio était censé se pendre dans une des premières versions du texte. À partir de là, je me suis mise à parcourir l'histoire littéraire française à la recherche d'autres suicidés. Et je me suis rendu compte que notre chère et tendre Emma Bovary était loin, très, très loin d'être seule. Du siècle des Lumières à l'entre-deux-guerres, en passant par le romantisme, le réalisme, le naturalisme et d'autres ismes encore, des suicidés pullulent. La littérature en produit véritablement de plus en plus. Or, un beau jour dans mon parcours, je suis arrivée après la Seconde Guerre mondiale et aux merveilleux romans expérimentaux des années 60, à ce que l'on appelle le nouveau roman. Et là, rien. Les personnages n'y arrivent plus. Ils essayent pourtant, ils y pensent pourtant, mais leur suicide n'aboutit pas. Je me suis donc posé une question simple. Où est passé le suicide? Il n'a pas pu disparaître comme ça de la littérature, surtout après une période historique aussi sombre. C'est là qu'on atteint le cœur de la thèse que je défends.
Selon moi, à cette époque, le suicide a déserté la surface thématique des œuvres pour mieux pénétrer leur structure profonde, leur fonctionnement interne. Et j'ai mis à l'épreuve cette idée à partir de 3 œuvres particulièrement emblématiques, soit L'Innommable de Samuel Beckett, Histoire de Claude Simon et Le Vice-Consul de Marguerite Duras. Et les points communs entre la littérature et le suicide se sont avérés nombreux. Tous deux présentent une même forme de division interne, un même attrait pour le vide, un même rapport au doute et à l'échec, une même violence face à l'altérité. Et je suis donc arrivée à la conclusion selon laquelle les œuvres de l'après-guerre intériorisent, adoptent textuellement les mécanismes paradoxaux du suicide. On peut donc dire que si la relation entre la littérature et le suicide a longtemps été de l'ordre de l'attirance mutuelle, après l'immense choc de la guerre, elle devient un véritable grand amour. Mais pourquoi? Pourquoi, me direz-vous? Par esprit de morbidité? Non. Selon moi, ces logiques suicidaires ont permis au roman de faire comme ce poisson, de découvrir de nouveaux horizons. Bon alors là, c'est un peu le moment que j'ai le plus redouté de la soirée, parce que je dois prononcer le nom le plus chaud des candidats de ce concours. Alors je vais faire ça vite, comme un pansement qu'on enlève pour pas lui faire trop mal. De la faculté des sciences économiques et sociales de l'université de Fribourg, il va nous faire pénétrer dans le monde merveilleux des paiements intra-européens. Applaudissez avec moi Yaya Boutefnouket. Au cours de ces 10 dernières années, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, leur capital immobilier et financier, leur niveau de vie habituel. C'est la crise. Et vous êtes-vous déjà demandé d'où venait cette crise? Quelles en sont les raisons et quelle serait éventuellement la solution? Rappelons-nous d'abord qu'en 1999, on a décidé d'unifier les systèmes bancaires d'un certain nombre de pays européens, et donc de remplacer les anciennes devises, le franc français, le Deutsche Mark, la lire italienne, par une monnaie unique qu'on appelle aujourd'hui l'euro. Mais pas en Suisse, là où on aime tellement le franc qu'on a décidé de le garder pour toujours. Mais pourquoi donc penser à remplacer une devise synonyme de souveraineté monétaire? C'est le cas de ces pays d'Europe. Et avec cette unification, on a placé sur la même échelle des économies qui sont à la base très différentes les unes des autres, que ce soit en termes de taille, mais aussi en termes de performance et de productivité. Parce qu'auparavant, une économie performante avait une forte devise, tandis qu'une économie moins performante avait une devise naturellement moins forte. À présent, ces différences ne peuvent plus se répercuter sur les taux de change, puisque les devises nationales n'existent plus. Désormais, tout est dissimulé sous l'aspect unificateur de l'euro. Sauf que ces différences, elles existent encore. Elles sont là. Elles sont réelles. Elles doivent donc se manifester quelque part. C'est là que j'ai mené ma petite enquête. Et j'ai découvert que là où ces différences étaient le plus visibles, c'était sur les comptes du système des paiements intra-européens. Il s'agit d'une plateforme électronique à laquelle toutes les banques centrales des pays membres de la zone euro ont accès afin de réaliser les transactions de leurs opérations d'import et d'export. Les soldes qui en découlent, on les appelle balance target. À présent, au lieu d'avoir une forte devise, une économie performante comme l'Allemagne affiche une balance positive, ce qui veut dire qu'elle est créancière vis-à-vis du reste de la zone euro, alors qu'une économie moins performante, et au lieu d'avoir une faible devise, affiche une balance négative, ce qui veut dire qu'elle est endettée vis-à-vis du reste de la zone euro. Jusque-là, rien d'alarmant, le système fonctionne comme prévu. Mais ce système-là donne la possibilité à de toutes petites économies, à l'image de la Grèce, de s'endetter bien au-delà de leur taille, et donc de leur capacité de remboursement. C'est justement ce qui fait surgir une crise de la dette publique. Dans ma thèse, je propose de repenser le système des paiements intra-européens, de sorte à solder toutes les opérations au quotidien. Ainsi,
Il n'y aura plus de balance positive ni de balance négative. Et les paiements pourront s'opérer comme à l'intérieur d'un seul et même pays. C'est seulement là que nous pourrons dire que désormais, le projet d'unification est accompli. Merci. Et nous voilà déjà à la dernière présentation de ce soir avec un sujet qui conclut assez bien le business, je trouve, parce qu'il s'agit du vin. Là, on devrait tous plus ou moins comprendre, et puis si jamais on ne comprend pas, comme avec le vin, on fera super bien semblant, puis on dira des trucs compliqués en écoutant cette dernière présentation, en espérant que personne ne voit qu'on n'y connaît rien. De la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne, on accueille notre dernière candidate de la soirée, last but not least, Pascale Deneulin. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'adore le vin. Je me souviens encore de ce chasselas du Lavaux dont le vigneron m'a vanté la minéralité. Ne comprenant pas de quoi il parlait, j'ai alors cherché la définition de minéralité des vins. Rien, terme inexistant. C'est là que j'interviens. En tant que scientifique du goût, j'ai souhaité en percer les secrets et j'ai décidé d'en faire ma thèse. Comment peut-on définir la minéralité ? À quel goût réfère-t-elle? Qu'en pensent les consommateurs? Pour cela, j'ai dû m'entourer de spécialistes du langage, d'œnologues et de vignerons, mais également de statisticiens pour recouper toutes les informations. Tout d'abord, je m'intéresse aux aspects sémantiques, c'est-à-dire à la manière dont on parle de la minéralité. Sur la base de 3500 réponses et quelques 50 000 termes, j'ai dressé des réseaux textuels. Vous savez, c'est un peu comme les réseaux sociaux, où l'on regarde qui est ami avec qui. Mais là, on illustre la probabilité que deux mots aient été cités ensemble. Je trouve ainsi que les professionnels et les consommateurs avertis pensent au terroir, aux arômes de pierre à fusil, associés à de la fraîcheur en bouche. Les consommateurs les moins expérimentés, eux, font l'analogie avec l'eau et recherchent alors les éléments minéraux, tels que le calcium et le magnésium. Mais enfin, il y a cette image indestructible de sucer un caillou. Mais qui, aujourd'hui, suce encore des cailloux? Dans la deuxième partie de ma thèse, je m'intéresse à la perception sensorielle, et donc au goût de la minéralité. Mais attention, d'un vrai point de vue scientifique, pas seulement au coin d'une table. J'ai donné 80 chasselas à déguster à de nombreux professionnels. Ils ont dû les évaluer sur une échelle allant de mauvais exemple à bon exemple de minéralité. L'accord était loin d'être parfait et aucun vin n'a été élu Mister Vin Minéral. Toutefois, une étude statistique m'a permis de ressortir 7 vins reconnus comme très minéraux. Entourés d'experts en analyse sensorielle, nous avons alors goûté et regoûté ces 7 vins pour ressentir enfin cette fraîcheur et ces arômes si caractéristiques de pierre à fusil. Dans ma thèse, je conclus que la minéralité est une belle métaphore. Elle remplace le mot terroir, aujourd'hui bien trop utilisé pour tous les produits agricoles. Avec la minéralité, les vignerons opposent ainsi deux mondes. Le monde animal, avec toutes ces métaphores autour du corps, du gras et de la cuisse des vins. Et le monde minéral, plus dur, mais reflétant la pureté et la tension des vins. Aujourd'hui, mon vigneron sait de quoi il parle. Et les consommateurs, comme vous, comme moi, peuvent enfin le comprendre. Alors, santé! Alors, dernière petite synthèse avant de vous laisser vous remettre de ces 16 thèses, avec une petite coupette et voter pour le candidat et la candidate de votre choix. Voici les 4 dernières présentations de ce soir. Mélodie de Rome, anomalie de l'expérience de soi, investigation de leur lien avec la schizotypie et leurs corrélants neuronaux dans la population au développement typique. Excusez-moi, c'est très difficile à lire.
Clara Schwartz, le roman moderne au miroir du suicidaire, étude d'une affinité élective à partir de l'innommable de Samuel Beckett, le vice-consul, c'était pas fini, de Marguerite Duras, et l'histoire de Claude Simon. Oh là mon Dieu, je suis désolé. Yahya Boutefnouket, dysfonctionnement du système des paiements intra-européens en période de crise, une malformation institutionnelle. Et Pascal Denelin, minéralité des vins, étude sémantique et sensorielle d'un concept émergent. Voilà, merci infiniment à tous nos brillants et brillantes candidats et candidates. L'heure du vote a sonné, c'est pourquoi à vous, public, je vais vous demander très gentiment de vous casser. Voilà, par les deux portes en bronze géantes qui vont s'ouvrir derrière moi. Surtout, n'oubliez pas de glisser le jeton que vous avez reçu dans une des urnes. Le jury, quant à lui, va se retirer sous la forme d'un conclave pendant 6 ans. 30 minutes, ça suffit ou pas? Alors 30 minutes. Et puis quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de cette cérémonie. Alors, re-bienvenue à tous dans cette deuxième partie, phase de remise des prix. Je vois que la famille et les amis des candidats sont restés. C'est sympa. Le jury est déjà de retour. Je vais demander à Denis Billotte de me rejoindre sur scène. Denis. Ah bah écoutez, c'est très gênant pour la suite de cette soirée alors. Parce que c'est vrai que c'est un peu un personnage clé de la suite des événements. Quelqu'un qui par exemple remettrait des enveloppes. Alors voilà, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je m'assois sur le bord de la scène. Non, j'ai beau regarder le texte, et c'était vraiment Denis Billotte qui arrivait là, quoi. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours un mec... Putain, je dois la faire samedi, je vais la tester sur vous. Non mais je sais pas, d'ailleurs, vous pouvez m'aider, parce que je sais pas trop comment la vendre, mais je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Quand vous êtes sur une terrasse l'été, et qu'il y a ce mec qui vient vers vous, qui vous connaît pas très bien, et il vient quand même, et il récapitule un peu ce que vous êtes en train de faire. Il fait... Puis alors, petite bière après le boulot? Puis vous dites ouais. Ah. Et puis alors, ah ben, petite enveloppe, petite enveloppe dans la main? Ça en fait des jetons à compter. J'appelle sur scène avec toi, Denis, Désirée Koenig, la gagnante du concours international 2016, qu'on peut applaudir. Concours international, hein, c'est quand même autre chose que ce que vous avez vu ce soir. Le prix du public. Désiré, vous avez l'enveloppe en main. Lucas Cugna. Bravo mon vieux. Heureux? Ça va. Pour les prix du jury, j'appelle à me rejoindre sur scène sa présidente, Isa.
Isabelle Chassot. Attendez, on va quand même lui demander ce qu'elle a pensé de nos candidats. Je tiens d'abord à féliciter l'ensemble des candidates et candidats. Vous nous avez impressionnés par votre préparation, par votre science de la vulgarisation. Vous nous avez emmenés dans vos thèses et nous vous souhaitons de les terminer, ça a été dit par une des candidates, rapidement et avec autant d'enthousiasme que vous avez eu à préparer cet élément. C'était une sélection difficile pour le jury. Les 3 prix sont dans un mouchoir de poche. Ouais. Eh ben Isa... Non, mais j'étais en train de la soupçonner de dire la même chose, même si ça n'était pas bien. Mais en l'occurrence, c'était super. Non, non. Vous auriez dit que c'était pas bien? Oui. C'est vrai? Oui. Si nous avions trouvé des éléments moins bons, nous l'aurions également dit. Vous avez remarqué vous-même aussi que parfois vous avez été plus emmené dans la description que d'autres fois, mais nous avons apprécié le travail qui a été fait de fond par chacun d'entre vous. Merci. Alors j'appelle sur scène Thomas Schmitt, vice-recteur de l'Université de Fribourg, pour remettre le 3e prix du jury. Le 3e prix va à Marie-Hélène Girard. Bravo. Pour remettre cette fois le 2e prix du jury, avant de connaître le nom du grand vainqueur de ce concours, j'appelle Félix Kessler, vice-recteur cette fois-ci de l'Université de Neuchâtel. Et ce 2e prix va à Lucas Cunha. Comment ça se passe? Il a aussi le 1er prix ou qu'est-ce qu'il... Merci. Et nous y voilà, mes cocos. Il est l'heure de remettre le 1er prix de ce soir, celui ou celle qui a le plus convaincu le jury. Et c'est celle dont il se murmure déjà que France 2 est en train d'adapter la vie dans une série socio-familiale intitulée Madame la rectrice, qui va le remettre. J'appelle à la barre Astrid Épinay. Pascal Denelin.
Voilà, bravo à tous. J'aimerais maintenant inviter tous ceux qui ont participé à cette soirée, tous les candidats, les techniciens, s'ils peuvent quitter leur caméra, tous les gens qui ont préparé la soirée à me rejoindre sur scène. Parce que comme disait, et je me rappelle maintenant du nom de cette salle, la salle Confucius, l'UNIFRE, c'est que de l'amour. Allez, venez. Les candidats, venez tous. Ouais. Le jury peut nous rejoindre aussi, s'il vous plaît. Le jury, venez aussi. Bon, je crois que malheureusement, il y a encore un dernier moment chiant. Je laisse le micro à Denis Billotte qui doit vous donner un rendez-vous. Voilà, pendant que le groupe se met en place pour quelques photos, j'aimerais vous dire que c'était une soirée absolument exceptionnelle et je voudrais remercier très très vivement l'Université de Fribourg, l'équipe d'Unicom, mais évidemment la rectrice, le rectorat et toutes les équipes techniques qui ont permis l'organisation de cette soirée. Je voudrais aussi remercier mon équipe à la CUSO, qui est un service parmi d'autres, qui ont beaucoup travaillé pour ça aussi, et évidemment remercier d'abord les 16 candidates et candidats qui méritent un tonnerre d'applaudissements. Ah. Et la fête ne se termine pas là. MT 180 2018, c'est pas fini. Rendez-vous le 27 septembre à l'Université de Lausanne pour la finale internationale 2018. 18 pays, dont la Suisse, représentée par Pascal Denelin. Venez l'applaudir, venez la soutenir, 27 septembre à l'Université de Lausanne. Merci beaucoup à toutes et tous. Voilà, quant à moi, on vient de m'apprendre que la remise des chocolats, c'était pas pour vous en fait. C'était pour eux, mais pas de souci, il y a un gros apéro qui vous attend juste derrière. Donc vous pouvez y aller, c'est gratos, enfin vous avez quand même payé pour être là, mais c'est pas grave. Merci d'être venus, et à la prochaine fois pour ma thèse en 180 secondes.